Bonjour tout le monde, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui je suis heureux avec un Z. Et pourquoi je suis heureux me direz-vous? Tout simplement parce qu'enfin, il est là. Metal Gear Solid The Phantom Pain, le jeu que j'attends le plus de l'année, j'ai même envie de dire plus que ça. Mais comment est-ce possible de faire plus? Tout simplement en prenant en compte tous les jeux qui sont annoncés, soit pour la fin de cette année, soit pour l'année prochaine, mais que j'attends vraiment. Et attention, l'année prochaine, il y a du gros, il y a du gros, il y a du gros, il y a du Gears, il y a du gros, il y a du gros, il y a du Uncharted 4, il y a du gros, il y a du gros, il y a du The Division, il y a du gros, il y a du gros, ça c'est sûr, il y a du gros. Oh, il y a du gros, mais je me rappelle plus le nom. Je me rappelle plus le nom des autres jeux, mais c'est pas grave parce que figurez-vous que je me rends vite compte que sur un plan d'attente et d'excitation pure et simple, eh bien aucun de ces jeux que j'attends pourtant comme un dingue n'arrive à concurrencer ce Metal Gear Solid. C'est dire à quel point je l'attends, mais aussi à quel point je l'attendais, pardon, ce jeu, mais aussi à quel point je le crains, parce que finalement, plus j'attends un jeu, plus mes attentes sont élevées, plus mes craintes sont élevées aussi. Évidemment, je suis comme tout le monde, j'ai peur d'être déçu. Voilà pour ce qui est de la base de la base. Le but de cette vidéo, ça va être de vous donner mes premières impressions sur le jeu et aussi de vous parler un petit peu de l'introduction parce que finalement, l'intro, ça a toujours été un des gros points forts de la saga Metal Gear. Et moi qui n'ai pas fait la saga Metal Gear dans l'ordre, eh bien, j'ai quand même quelque chose à dire sur cette intro. Alors tout d'abord, ce qu'il est important de préciser, c'est que comme je viens de vous le dire, je n'ai pas fait les MGS dans l'ordre. Alors moi, personnellement, j'ai toujours été intéressé par la saga, j'ai toujours voulu y jouer. Le problème c'est que je n'avais pas les consoles. Du coup, je n'ai pas pu jouer vraiment à un MGS avant MGS 4. Le fait est que j'ai rarement été aussi content que le jour où j'ai posé mes petites mains toutes mignonnes sur MGS 4. Pourquoi? Parce que ça faisait très longtemps que j'étais intéressé par l'univers de Metal Gear, ça faisait très longtemps que j'avais envie de jouer à un Metal Gear Solid, et du coup, enfin pouvoir poser mes petites mains sur un jeu que j'attends depuis toujours, sur une licence sur un jeu qui m'intéresse, sur une licence qui m'intéresse et auquel je n'avais pas vraiment pu jouer avant, et bien c'était finalement c'était un moment, c'était un grand moment quoi pour moi en tant que joueur. Et le fait est que j'ai adoré Metal Gear Solid 4 et en plus de ça, j'ai adoré l'intro de MGS 4. Pourquoi? Parce qu'en quelques notes de musique, en quelques plans de caméra et en quelques mots prononcés par David Hayter, excellent doubleur, l'ambiance est posée. J'étais happé dans le jeu, je n'avais qu'une seule envie, c'est de rester dans cet univers et d'enfin pouvoir profiter de tout ce qui m'intéressait dans la saga, d'enfin pouvoir voir si mes attentes, mes espérances étaient fondées ou si finalement tout ça c'était que du bullshit. Le fait est que j'ai adoré Metal Gear Solid 4, je l'ai trouvé vraiment excellent. C'est l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 3 360 pour moi. Si je dois faire un classement du top 3, vraiment il est dedans, c'est une certitude. Après, sortie de l'expérience MGS4, en fait, je me suis dit que du coup, ça pouvait être le moment de faire les 3 premiers. Et après la sortie de la Play 3, beaucoup de personnes que je connaissais se sont détournées de la Play 1 et de la Play 2. Du coup, j'ai pu emprunter les consoles et surtout me procurer les jeux. Enfin, j'ai envie de dire enfin, j'ai pu jouer à Metal Gear Solid 1 et j'ai adoré le jeu. Vraiment, je vais vous dire un truc, malgré le fait que la Play 3 était sortie, qu'il y avait des jeux vraiment très beaux qui venaient de sortir, comme MGS4 tout simplement, eh bien, des jeux comme MGS1, jeu PlayStation 1, que j'ai fait après la sortie de la PlayStation 3 et après MGS4, m'ont bluffé, tout simplement. Metal Gear Solid 1 m'a bluffé de par sa mise en scène, de par son gameplay. Certes, ça a été un peu difficile à prendre en main, mais finalement, j'ai été bluffé par ce jeu alors que j'aurais pu être rebuté par les graphismes, ce genre de trucs, mais j'ai tellement adoré l'univers, le scénario, les personnages de MGS4 que j'ai voulu en apprendre plus, et finalement c'est cette volonté d'en apprendre plus sur l'univers qui a fait en sorte que MGS1, malgré son gameplay qu'il a été difficile de prendre en main à cause tout simplement de l'âge, du coup de vieux que ça a pris, et de l'aspect technique qui a pris un coup de vieux aussi, et bien finalement, ça m'a pas plus embêté que ça parce que j'avais vraiment envie de pouvoir en apprendre plus sur l'univers et de me replonger dans cet univers et de pouvoir faire Metal Gear Solid 1, jeu qui m'a intéressé depuis des années et des années. Du coup, MGS4, excellent jeu, MGS1, excellent jeu, j'ai tout de suite voulu faire MGS2, vraiment. Et le fait est que j'ai harcelé littéralement un copain pendant plusieurs jours pour qu'il m'amène le jeu, et quand il me l'a amené, finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu parce qu'il m'a spoilé le rebondissement scénaristique
de MGS2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai fait MGS1 après MGS4, donc après la sortie de la Play 3, et donc MGS2 après MGS1. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que malgré quelques informations que j'avais sur les 4 premiers jeux avant qu'ils sortent, j'avais réussi quand même à ne pas me faire spoiler ce rebondissement scénaristique. Et du coup, le fait que mon pote m'amène le jeu et me spoile ça avant que je prenne la peine d'ouvrir le boîtier et de commencer le jeu, bah, ça m'a dégoûté et finalement je lui ai dit qu'il pouvait repartir avec le jeu. Du coup, il est venu avec le jeu, il est reparti avec et moi j'ai été franchement déçu. Du coup, Metal Gear Solid 2, c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Néanmoins, j'ai acheté il y a quelques semaines le remake HD de MGS2, MGS3 et MGS Peace Walker. Et en parlant un petit peu de la saga avec l'un de mes frères, bah, finalement j'ai fini par l'intéresser à la saga Metal Gear Solid. Et il a décidé de commencer la saga. Et il a commencé la saga avec MGS2. Et du coup, j'ai pu découvrir complètement cette introduction qui est incroyable. J'ai rarement vu une mise en scène aussi bonne. Et c'est vrai que, je vais vous dire, ça va vous faire rire, mais malgré le fait que ce soit un jeu Play 2 qui a été, entre guillemets, lissé pour paraître plus beau sur Play 3, eh bien, l'intro de MGS2 bah, m'a bluffé, quoi. Alors que je l'ai découverte que y a quelques semaines. C'est dire. C'est dire. Vraiment, j'ai été impressionné. Et on peut croire que j'exagère et tout, mais en fait pas du tout. J'ai vraiment été impressionné. Il n'y a que quelques semaines, j'ai découvert l'intro et j'ai été impressionné. Franchement, par la mise en scène. Et puis le moment où Snake atterrit et où il y a les éclairs partout, qu'il est à genoux. Et franchement, ça m'a fait penser à Terminator. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait penser direct à Terminator. J'ai eu un petit sourire, j'ai dit, alors il y a toujours eu plein de références cinématographiques, que ce soit dans MGS4, MGS1, voilà. Mais là, MGS2, vraiment, c'était, voilà, dès le début, ça m'a fait penser à Terminator. Après, c'est peut-être moi qui suis con, c'est possible aussi, mais ça m'a fait penser à ça tout de suite, quoi. Du coup, MGS2, jeu que je n'ai jamais fait, mais j'ai vu l'intro récemment, j'ai même vous dire, vu la qualité de l'intro, je me dis, allez bon, ok, on m'a spoilé, ok, on n'incarne pas Snake pendant tout le jeu, mais finalement, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et de faire MGS2. Si j'avais autant envie de le faire, c'est qu'il y a une raison, c'est que j'ai adoré le 1, puis en plus j'ai adoré le 4. Donc du coup, finalement, malgré la déception due au spoil, il est peut-être intéressant aujourd'hui de faire enfin MGS2. Donc ça, je pense que ça se fera. Pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, mais je pense que ça peut se faire. Je peux faire MGS2. Je pense que je le ferai avant l'année prochaine. Ou au moins, je commencerai avant l'année prochaine. Peut-être même en vidéo, qui sait. Du coup, sorti de la déception en fait du au spoil de MGS2, j'ai décidé de faire MGS3. Et MGS3, ben, je l'ai adoré. Il y a des choses franchement que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, le fait de pouvoir se soigner, même si c'est très très simple. Le fait de pouvoir chasser, le fait de pouvoir, pareil, même si c'est très très basique, hein, le fait de pouvoir comment ça s'appelle, changer de tenue, se mettre des maquillages, ben franchement j'ai adoré ça, vous voyez, j'ai adoré, c'est con mais j'ai adoré. Et vraiment MGS3, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais que je trouve peut-être un peu moins bon que le 1 et le 4, tout simplement parce que ben, il y a un côté, j'ai envie de dire nanardesque, mais bon, il y avait déjà un côté nanardesque dans le 1 et dans le 4, donc finalement on peut pas trop reprocher ça au 3, mais j'ai l'impression que c'est... J'arrive pas à parler, l'émotion sans doute. J'ai vraiment ressenti comment dire, un côté nanardesque accentué dans le troisième. Et finalement, ce qui fait que le jeu, j'ai continué à le suivre, j'ai continué à le faire, bah, c'est tout simplement certaines séquences que j'ai trouvées très, très très puissantes en fait. Comme la scène de torture, il y en avait une aussi dans MGS1, où la scène où Big Boss est obligé de faire le nécessaire vers la fin du jeu, ou même quand il va au cimetière, voilà, c'est des scènes toutes simples, mais finalement, MGS3, malgré le côté nanardesque, eh bien, je l'ai adoré à cause de certaines scènes qui sont vraiment puissantes, et globalement du jeu en lui-même, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai adoré faire les 4 premiers, les 3 premiers, par exemple, MGS, puisque je n'ai donc pas fait le 2. Je dis les 4 premiers parce que je me suis arrêté au 4, c'est pour ça. Mais le 2, je ne l'ai pas fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, tout ça c'est pour vous donner un petit peu la base.
Le fait est que donc j'attendais beaucoup de l'introduction de ce MGS5, au moins autant que j'en attends du jeu. Malgré le niveau d'attente, force est de constater qu'il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de très mauvaises choses dans l'intro de The Phantom Pain. Et finalement, j'ai pas été aussi soufflé que j'aurais aimé l'être, et j'ai même été déçu par certains aspects de l'intro de The Phantom Pain. Donc, pour moi, on peut diviser l'intro en 3 catégories. Tout d'abord, il y a la partie du réveil. J'essaie de pas me faire repérer. Il y a la partie du réveil, en fait. Alors cette première partie, c'est probablement l'une des parties que j'aime le plus dans l'intro. Pourquoi? Parce qu'en fait, Big Boss se réveille et on apprend qu'il a été dans le coma pendant 9 ans, qu'il a des fragments de métal dans le corps, mais pas que. Il a aussi des fragments d'os et de dents dans le corps, ce qui est franchement dégueulasse. Et en plus de ça, il a ses capacités qui vont finir par diminuer parce qu'un morceau de métal lui a touché le cerveau et qu'il n'est pas possible de l'enlever, donc c'est quand même pas rien. Et en plus de ça, le personnage a perdu un bras. Donc en fait, j'ai trouvé cette scène excellente tout simplement parce qu'il y a une montée progressive des infos que donne le médecin à Big Boss, qui rend le tout un petit peu plus, entre guillemets, réaliste. Et en plus de ça, entre chaque info, Big Boss va faire une crise d'angoisse. Donc du coup, disons que ça permet de créer, entre guillemets, un lien avec le personnage. En plus de ça, il est important de préciser que entre chaque crise d'angoisse, Big Boss va être calmé avec des sédatifs et du coup, on va être obligé en fait d'attendre. Voilà, on va être obligé d'attendre en fait que Big Boss se réveille et que Big Boss encaisse le choc, donc à peu près une semaine plus tard, avant de pouvoir apprendre une autre nouvelle. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal en fin de compte parce que du coup ça donne un côté réaliste et puis le fait d'avoir en plus de ça mis toute cette scène en vue à la première personne et d'avoir mis une bande son incroyable où on entend la respiration, le stress, la peur et d'autres choses en fait que Big Boss ressent, bah, le fait d'avoir justement ajouté un petit peu tout ça, ça rend la séquence vraiment très immersive et très prenante et finalement beaucoup plus dramatique que elle n'aurait pu l'être si ça avait été mal géré. Donc cette scène là, toute cette partie là de l'intro, elle est immersive, elle est excellente, vraiment je l'ai adorée. La montée progressive des infos, les crises d'angoisse de Big Boss, on est obligé de le calmer avec des sédatifs, une pause de 1 semaine entre 2 informations. Et le fait d'avoir tout ça en vue à la première personne avec une bande son incroyable, j'ai trouvé cette scène, toute cette première partie plutôt, vraiment excellente. La deuxième partie, pour moi, déjà, elle commence à souffler un petit peu le chaud et le froid. Alors faut savoir que je considère comme étant la deuxième partie de l'intro, du moment où on prend le contrôle de Big Boss jusqu'au moment où on sort de l'hôpital. Alors, j'ai trouvé cette scène très scriptée et très dirigiste. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est une intro, c'est un tuto, il n'y a pas de problème. Je dis, ben non, en fait, je suis pas d'accord avec vous, parce que pour moi, la fuite de l'hôpital, ça aurait pu être le moyen pour le joueur d'en apprendre plus, l'occasion, en fait, pour le joueur d'en apprendre plus sur les 9 ans de coma de Big Boss, de pouvoir fouiller l'hôpital afin d'avoir des infos sur les opérations, sur la façon dont les médecins ont géré ça, sur l'état de Big Boss entre le moment où il est arrivé et le moment où il s'est réveillé. Donc son évolution, ce genre de choses, quoi, tout simplement. J'aurais aimé pouvoir en apprendre plus en fouillant et tout, et malheureusement on ne peut pas. Donc voilà, petite déception à ce niveau-là. Mais le fait est qu'il y a quand même 2 scènes où on est plus ou moins, je dis bien plus ou moins, libre de nos mouvements. Alors il y en a une, en fait, c'est dans le hall, où on peut simplement tuer tout le monde ou ne tuer personne, passer à droite, passer à gauche, ce genre de choses. Bon, c'est classique, mais c'est quand même pas mal. Et dans une salle de repos. En fait, il y a une salle qui est divisée un petit peu en 3 parties. On a mis 2 rideaux, un à droite et un à gauche de la pièce, et les rideaux finalement permettent d'isoler les patients qui sont chacun d'un côté d'un rideau. Et pour isoler les patients entre eux, il y a des petits rideaux qui séparent la partie entre guillemets entre le mur et le rideau. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en gros, ça permet de créer des petits box en fait sans mur, quoi, juste avec des rideaux qui permettent en fait d'isoler les patients, tout simplement. Et Ismaël, le personnage qui nous accompagne, d'ailleurs il faudra que j'en reparle, va se cacher vers la droite en fait de la pièce, dans le rideau de droite.
Et nous, on peut aller avec lui. Et à ce moment-là, toute la partie esquive des ennemis en fait qui viennent dans chaque box pour tuer les patients, elle est gérée par cinématique. Mais si vous allez à gauche, eh bien, vous vous rendrez compte que finalement, il n'y a pas de cinématique. C'est à vous de pouvoir esquiver l'ennemi et de ne pas vous faire repérer. Et la cinématique, quand elle s'enclenche, prend juste en compte l'esquive de l'ennemi par Ismaël sans que Big Boss soit intégré à la cinématique. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis en plus de ça, il y a vraiment un stress dans cette séquence qui est pas mal. On voit vraiment les soldats, ils viennent, ils liquident tout le monde. On se dit, s'ils nous repèrent, ils nous liquident. Il y a vraiment un ton dramatique dû à l'état de Big Boss et aux informations qu'il encaisse. Mais aussi un côté assez brutal, assez dur dans l'intro que j'ai vraiment aimé. Le fait de voir Big Boss amaigri, vous voyez, finalement, ça fait quelque chose aux joueurs. Ça m'a fait quelque chose comme voir Snake vieux et malade dans MGS4, vous voyez, ça fait pas rien, les personnages, même s'ils sont pas forcément entre guillemets humains, puisque Snake c'est un clone, Big Boss lui c'est un humain entre guillemets normal, et bien le fait de les voir quand même affaiblis, amaigris ou malades, eh bien ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose à l'époque de MGS4, et là ça m'a fait quelque chose dans ce The Phantom Pain. Et ça veut quand même bien dire que non seulement les personnages sont intéressants, mais en plus de ça, il y a une vraie, comment dire, un vrai lien entre le personnage et le joueur, si le joueur aime la saga surtout. Ce qui est intéressant de préciser en fait, c'est que l'hôpital est attaqué. Il est attaqué non seulement par un groupe de soldats, par une armée de soldats, mais aussi par deux entités. Une entité en feu et une entité bizarre en fait. Quelque chose qui ressemble un peu à un psychomantisme, mais c'est pareil, il faudra que j'en reparle après. Du coup, en fait, le fait d'être attaqué, ça renforce la sensation de stress et finalement, ça finit par justifier un petit peu le côté infiltration de cette séquence et le côté scripté. Parce que du coup, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas là pour rigoler, ils sont là pour nous liquider. Et si jamais on se fait repérer, ben, on se fait dessouder, tout simplement. Et du coup, ça rend le tout un peu plus, entre guillemets, réussi. Surtout qu'il y a une certaine violence dans cette intro parce que il y a vraiment des scènes où personnellement j'ai été, on va pas dire choqué parce que c'est pas le terme, mais où j'ai été entre guillemets interpellé parce que justement on assiste à des exécutions sommaires, on assiste vraiment à des scènes où un homme vient tuer un autre homme de manière brutale et sans état d'âme et c'est ce que j'attendais de ce Phantom Pain, l'ambiance, et pour l'instant, grâce à cette intro et aux missions que j'ai fait après, ben, je pense que ça a l'air d'aller quand même vers une ambiance mature, ce que j'attendais. Donc ça c'est une bonne chose. Alors pourquoi j'ai quand même été déçu de cette partie-là de l'intro? Tout simplement parce qu'il y a un côté what the fuck dans certaines scènes qui atténue le côté stressant de l'attaque et le côté dramatique de la scène. Alors, je sais que le côté what the fuck ça a toujours été dans les Metal Gear, je veux dire que ce soit dans MGS1, MGS3 ou MGS4, il y a toujours eu un côté what the fuck. Je suis d'accord. Mais vous voyez dans MGS4, même MGS3 d'ailleurs, hein, et même MGS1, ils ont quand même réussi à certains moments à sortir du what the fuck nanardesque pour aller vers quelque chose de plus sérieux. Et du coup, ça fait que finalement, les jeux sont un peu nanardesques par moment, mais globalement, ça passe parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment dramatiques et puissantes et prenantes, et finalement, du coup, ça fait que le côté nanardesque, passe mieux. Mais dans ce MGS4, eh bien, je trouve que c'est finalement pas très bien, dans ce MGS5, je trouve que c'est finalement pas très bien géré. Parce que lorsqu'on se retrouve en fait face à des soldats qui liquident tout le monde, et que lorsqu'ils arrivent à votre niveau, ben, ils vous retournent et ils vous visent, mais ils vous tuent pas, eh bien ça décrédibilise l'ensemble, parce que finalement, ils sont dans un couloir, ok, ils marchent et ils liquident tous les mecs qui sont par terre. Mais ils arrivent à votre niveau, ils vous retournent et ils vous visent pour vous liquider, mais ils vous liquident pas. Ben c'est pas normal, parce que pour rendre le tout un peu plus crédible, il y avait une chose toute simple à faire. C'est les ennemis, ils arrivaient, ils retournaient un gars par terre, ils le tuaient, ils retournaient un autre gars, ils le tuaient, ils retournaient un autre gars, ils le tuaient, ils arrivaient au niveau de Big Boss, ils le retournent, ils voient qu'il est vivant, en plus de ça, ils s'apprêtent à le tuer. Donc là, c'est logique finalement, ils retournent tout le monde et ils tuent tout le monde. Et là, non.
Quand ils arrivent dans la pièce, ils tuent tout le monde, et quand ils arrivent au niveau de Big Boss, ils le retournent. Pourquoi ils le retournent? Peut-être que d'autres personnes qui étaient à terre étaient encore vivantes, et ils n'ont pas retourné les personnes pour vérifier. Donc il y a un petit côté illogique, et c'est ça dans plein de moments en fait de cette intro, de cette partie-là de l'intro. Il y a une scène aussi par exemple où on est caché sous un lit, et il y a un mec qui se fait dessouder. Le mec qui ramasse quelque chose sous le lit, si vous levez la caméra, vous voyez ses yeux. Donc vous vous dites, bon, le gars il est censé nous voir là, mais il nous voit pas. Dans une autre scène, il y a autre chose que j'ai trouvé complètement débile, mais c'est toujours, c'est toujours dans cette même scène, mais c'est juste après, c'est aussi débile. Il y a quelqu'un qui s'attrape à notre pied en fait, qui attrape notre pied. Il y a un soldat qui vient, il lui tire dessus, il le tire, il le liquide. Mais il a bien vu que le mec se tenait à quelque chose, que ce quelque chose était sous le lit. Donc pourquoi il ne vient pas à côté du lit pour vérifier? Il vient à côté du lit, le gars, mais il reste debout et il se barre. Il aurait dû se baisser pour regarder sous le lit. Je suis désolé. Il y a des trucs comme ça, c'est pas logique, et finalement ça a commencé à m'agacer, et j'ai trouvé que ça décrédibilisait en fait le côté violent et stressant de l'ensemble. Parce que justement, on a l'impression que tous les ennemis sont là pour Big Boss, qui sont là pour le flinguer, mais quand il s'agit de le flinguer justement, il n'y a plus personne. Ah, pour tuer des civils et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il s'agit de tuer Big Boss, à ce moment-là, les mecs, ils deviennent manchots. Ils ne savent plus utiliser leurs armes. J'ai trouvé ça débile finalement, parce que ça atténue tout le stress et aussi tout le côté dramatique de la scène. Parce que finalement, au début on s'inquiète, et puis finalement au bout d'un moment, au bout de 2-3 séquences nanardesques, on s'inquiète plus pour Big Boss, vous voyez. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est justement de créer une fuite de l'hôpital dans laquelle justement on se rende compte que chaque erreur du joueur provoque la mort de Big Boss. Ce n'est pas le cas. Clairement ce n'est pas le cas. Il n'y a vraiment que 2-3 scènes où je suis mort, mais c'est parce que justement je voulais vérifier pour voir si pour voir en fait où je pouvais mourir et où ce n'était pas possible, pour voir justement les limites de l'introduction et des scripts de l'introduction. Et ce constat en fait de débilité finalement qu'on peut faire aux soldats, on peut le faire aussi aux entités. Je veux dire, l'entité en feu par exemple, elle balance des roquettes de feu, elle balance des projectiles en feu, elle fait brûler vivant des gens, quand même, elle fait une onde de choc qui arrive à lever un tank quasiment à l'équerre, et vu le poids que ça fait, il faut quand même avoir une putain de force. Mais à chaque fois que l'entité se retrouve face à Big Boss, eh bien, plutôt que de le tuer, elle s'approche de lui, et il y a un robinet d'eau qui s'ouvre, et l'eau coule, et le mec en feu s'évapore. Une fois, ok. 2 fois déjà, tu te dis c'est trop. Ajouter à cela les scènes avec le psychomantis du pauvre, parce que finalement je l'appelle comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et on finit de trouver ça débile. J'ai fini de trouver ça débile, parce que justement, on est face à quelqu'un qui lui aussi a des pouvoirs incroyables. Je veux dire, le psychomantis du pauvre là, il est capable de prendre un hélicoptère qui s'est crashé, de faire tourner les pales et de découper toute une escouade de soldats. Il est capable de prendre des blocs de béton qui pèsent plusieurs tonnes et de les mettre devant de les concasser finalement devant une entrée pour empêcher Big Boss de sortir. Donc on se dit, qu'est-ce qui l'empêche, ce personnage-là, de prendre une partie du mur ou du plafond et de la faire s'effondrer sur Big Boss et de mettre un terme à The Phantom Pain directement? Rien du tout. Et en fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait davantage de maîtrise entre guillemets là-dedans, ou davantage de logique. Je sais pas si c'est un manque de maîtrise ou si c'est fait exprès, mais en tout cas il y a intérêt à ce qu'il y ait une bonne explication, parce que sinon ça va m'agacer un peu. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé finalement que le côté stress dû aux premières séquences où on les voit, il perdure pendant toute la scène, il perdure pendant tout le niveau. Que je me dise pas à la moitié en fait de l'intro, oui, en fin de compte, qu'ils apparaissent pas, Big Boss il va survivre quoi. J'aurais aimé en fait être stressé, vous voyez, tout le temps. Et ça en fait, ça n'a marché que les 5 premières minutes où j'ai contrôlé Big Boss. Les 30 minutes restantes, j'ai pas été stressé, parce que justement, j'ai senti que Big Boss il était finalement invulnérable malgré tout ce qu'il se prenait dans la tronche. Et j'ai trouvé ça franchement dommage.
Voilà en fait pour ce qui est de mon avis sur cette deuxième partie de l'intro. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose dans le ton, il y a quelque chose aussi, il y a des très très bonnes idées de mise en scène. Il y a une scène où par exemple la caméra est derrière Big Boss, puis il y a une explosion, puis la caméra est par terre, Big Boss passe au-dessus en volant en fait, dû à l'explosion, puis ensuite la caméra se met comme ça, puis Big Boss tombe, et puis la caméra se rapproche comme si elle rampait par terre. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée de mise en scène, et il y en a d'autres, je vais pas tout vous dire pour pas vous spoiler, mais il y en a d'autres. Et vraiment, du coup, le fait que justement les ennemis apparaissent, fassent des trucs impressionnants, mais quand il s'agit de Big Boss, ben, ils se loupent systématiquement, ça décrédibilisait le côté violent de l'attaque, ça décrédibilisait toute l'attaque même en elle-même, et finalement ça rendait le tout assez idiot et pas tellement logique. Alors j'attends de voir s'il y a une explication scénaristique, mais il y a intérêt à ce qu'il y en ait une bonne, vraiment il y a intérêt. La troisième partie de l'intro, c'est du rail shooting, simple et basique. J'ai trouvé ça pas franchement intéressant, mais il y a un côté western dans la musique et même dans la séquence en elle-même qui est assez sympa. Ça m'a fait un petit peu penser à Red Dead Redemption et d'autres jeux comme ça. Donc j'ai trouvé ça sympa, mais ça reste quand même du rail shooting, donc c'est pas très très intéressant. Finalement, mon avis sur l'intro, bah, c'est que elle est pas mal, vous voyez, elle est pas mal, mais elle est gâchée par tout simplement un côté illogique parfois dans le comportement des ennemis et un côté un peu bizarre lors de certaines séquences qui m'a un peu rebuté, je vais vous dire franchement, et qui m'a au bout d'un moment fait carrément sortir de l'intro. J'avais l'impression de ne plus être concerné par ce qui se passait à l'écran, j'avais l'impression finalement d'être face à une intro lambda d'un jeu lambda. J'avais plus l'impression d'être dans un Metal Gear, et les intros des Metal Gear ont toujours été excellentes, et c'est pour ça que la déception est d'autant plus grande. Voilà pour ce qui est de mon avis sur l'introduction. Après, en plus de ça, il est important de préciser qu'il y a un côté un peu racoleur aussi, mais bon, ça c'est pareil, ça a toujours été dans les Metal Gear, hein. On peut pas en vouloir à ce jeu-là pour ça, ni à cette intro pour ça, mais c'est vrai que est-ce qu'il y a besoin de faire un plan sur le décolleté de l'infirmière? Est-ce qu'il y a besoin de faire un plan sur la raie du cul d'Ismaël? Ou est-ce qu'il y a besoin de faire un truc du style tiens, Ismaël est couché sur le ventre, il y a du liquide qui coule, est-ce qu'il est en train de se pisser dessus? Ah ben en fait non, c'est une perfusion qui coule. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Non, clairement pas, bien au contraire, finalement ça dessert l'intro plus qu'autre chose. C'est ce que je veux dire par manque de maîtrise, manque de logique. Il y a des trucs qui, je trouve, gâchent l'intro. Et c'est dommage parce que finalement, elle n'est pas mauvaise, loin de là. Mais elle n'est pas excellente à cause de certaines choses comme ça. Voilà pour ce qui est de mon avis sur l'intro, de manière à peu près claire. Et je dis bien à peu près. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Alors déjà, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que je donne pas mon avis sur l'intro et sur le jeu comme ça. Je veux dire, genre, je viens juste d'avoir le jeu, ce genre de truc. À la base, je devais faire la vidéo 3-4 jours après l'avoir eu, sachant qu'en plus de ça, je l'ai eu en avance. Donc du coup, je me suis dit, bon, au lieu de prendre 3-4 jours, finalement, ça me fait 5-6 jours. Donc ça me donne plus de temps pour profiter. Mais finalement, j'ai retardé d'à peu près une semaine cette vidéo parce que justement je voulais pouvoir jouer davantage au jeu pour en découvrir davantage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'introduction, déjà je l'ai fait 7 fois. Alors ce que je considère comme étant l'introduction, c'est pas uniquement ce dont je vous ai parlé dans la vidéo là, c'est autre chose. Il y a l'intro, la première mission, plus 4 ou 5 heures de jeu en plus derrière. D'accord? Donc c'est-à-dire soit 4 ou 5 heures d'exploration, de missions principales ou de missions secondaires. Je sais plus où c'est. Je ne sais plus, je ne sais plus en fait où est la première partie de la mover base. Parce que quand on se pose dans la première partie, on voit le chien d'E-Dog et justement je voudrais vous le montrer quoi.
je voudrais vous montrer D-Dog parce que j'ai pas fait trop de missions principales exprès justement pour pouvoir vous le montrer petit. Donc j'aimerais bien pouvoir vous le montrer petit. Mais je vous disais, oui, donc j'ai fait 7 fois l'intro, donc ce dont je vous ai parlé, plus la mission principale, plus 4 ou 5 heures de jeu en plus. Donc ça fait quand même pas mal de trucs. J'ai fait ça 7 fois. Une fois j'ai fait que de l'explo, une fois j'ai fait que des missions principales, une fois que des missions secondaires, une fois un petit peu de tout ça. Le but en fait c'était d'essayer de faire la même mission et de faire les mêmes choses mais de manière différente. Vous voyez, par exemple, la mission principale, bah, du coup je l'ai fait 7 fois. Enfin la première mission quand on sort de l'intro je l'ai fait 7 fois. Mais je l'ai fait 7 fois de manière différente. Je l'ai fait 7 fois de manière avec une approche différente. Je l'ai fait le jour, je l'ai fait la nuit, je l'ai fait au lever du soleil, au coucher du soleil. Je l'ai fait de... Ah c'est bon, je suis là, je vais vous montrer D-Dog, c'est top. Allez viens mon chien. Vous voyez, j'ai pris vraiment mon temps, de refaire l'intro plusieurs fois et de refaire tout ça plusieurs fois exprès pour justement fortifier mon avis. Je veux dire, j'ai pas fait l'intro une fois et je donne mon avis dessus. Je l'ai fait 7 fois quand même. Je veux dire, donc il faut se la retaper, la séquence ultra scriptée et ultra longue avec des cinématiques qui durent, je sais pas moi, 5-10 minutes. Il faut se les taper quand même. Bon après par rapport à MGS4 et sa cinématique d'une heure, c'est rien, franchement c'est rien. Mais c'est vrai que la séquence en elle-même, j'ai pas trouvé très intéressante. Donc forcément se retaper 7 fois l'intro pour fortifier son avis dessus, vu la qualité entre guillemets de l'intro qui est juste bonne, bah, j'ai trouvé ça, je pense que c'était le mieux que je puisse faire pour justement gagner en argument, entre guillemets, et fortifier mon avis. Voilà pour ce qui est déjà de la base. En plus de ça, sur la partie que je suis en train de continuer actuellement, j'en suis à plus de 40 heures de jeu. Mais 40 heures de vrai jeu, hein. Je veux dire, c'est 40 heures à explorer, 40 heures à faire des missions principales, secondaires. C'est pas 40 heures à regarder le soleil se lever. Donc, mis bout à bout, j'ai 40 heures plus 7 fois 5 ou 6 heures. Sachant que dans les 5 ou 6 heures, justement, je ne compte pas les 1 heure d'intro dont je vous ai parlé avant. Je compte vraiment à partir du moment où on est dans le monde ouvert. Donc ça fait quand même pas mal. 7 x 5 plus 40, ça fait pas mal quand même. Donc ça doit faire plus de 60, plus de 70 heures. Faudrait que je calcule mieux, mais ça doit faire plus de 70 heures. Donc c'est quand même pas mal. Donc vraiment mon avis est basé sur 70 heures et sur 7 fois l'intro de fête quand même. Donc voilà, ça prouve bien que j'ai pris mon temps et que j'essaye de faire les choses bien. Donc voilà. Mon avis donc sur le jeu pour l'instant, c'est que techniquement c'est joli. C'est même très joli. C'est assez fin, les décors sont plutôt très beaux, les personnages sont vraiment très bien faits. Il y a un effet mouillé sur les vêtements qui est vraiment bon. D'ailleurs les vêtements je les trouve assez impressionnants. Perso je pensais pas que j'allais voir les détails et la finesse des textures à ce point là, surtout après Ground Zeroes. Mais finalement j'ai été assez étonné de l'aspect technique de ce Phantom Pain et il est vraiment joli. Honnêtement il est joli. Malgré tout il y a quelques textures dégueulasses, quelques skins 2D trop voyantes et une distance d'affichage vraiment pas top. Ah ça c'est mon emblème. On peut personnaliser son emblème, donc moi j'ai fait ça. Voilà. Je sais pas si vous avez trouvé ça joli, mais enfin bon. Voilà, j'ai improvisé ça comme ça tout à l'heure. Enfin bon bref. Donc globalement techniquement c'est joli, mais il y a quand même quelques petites tares qui viennent gâcher le tout. Il y a des petits bugs d'ombre, ce genre de choses. En termes de gameplay, pour le moment, je trouve ça mais excellent, vraiment. J'ai pas trop joué en action parce que vraiment les Metal Gear pour moi ça reste de l'infiltration. Si on veut bourriner, on change de jeu tout simplement. Donc je ne peux pas vous donner vraiment mon avis sur le côté action du gameplay. Mais en termes d'infiltration, vraiment je le trouve excellent. J'ai quand même 2 petites reproches à lui faire à ce gameplay. Le système de couverture et quelques petits bugs dans les déplacements parfois. Alors ce que je veux dire par là c'est que quelquefois je vais me déplacer par exemple allongé, les 3 quarts du temps je me déplace allongé
et mon personnage va se bloquer. En fait, il va pas vouloir avancer, je vais être obligé de m'accroupir ou de me lever même parfois pour continuer à avancer. Alors qu'il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien du tout. Donc finalement, je ne comprends pas pourquoi je dois me lever ou m'accroupir. Et finalement, ça fait que je me fais repérer par les ennemis et finalement, ça me nuit. Vous voyez ce petit bug. Et les problèmes de couverture, c'est que c'est tout simplement le fait que la couverture soit automatique. Alors déjà, j'aime pas ça du tout. Moi, j'aime être maître de mes actions. Et en plus de ça, dès que on va faire certaines choses, eh bien notre personnage va se mettre à couvert. Vous voyez, par exemple, là, je veux monter, ben, il se met à couvert. Alors que du coup, ben, ça sert à rien puisque c'est pas ce que je lui demande. Mais le problème, c'est que parfois en mission, le personnage ne va pas vouloir se mettre à couvert. Ou parfois, il va se mettre à couvert, mais que d'un côté. Vous voyez, regardez, là, il se met à couvert en regardant vers la gauche. Et si je veux qu'il se mette vers la droite, vous voyez, là j'ai mis le joystick vers la droite, il s'est retourné, mais parfois il ne va pas vouloir se retourner. Donc du coup, je vais être comme ça, et puis du coup, il va pas vouloir, alors je vais me mettre comme ça, vous voyez, je vais me mettre dans ce sens-là, et puis il va pas se mettre à couvert de l'autre côté. Alors voilà, j'ai pas de bol, ça marche très bien, mais c'est souvent en mission que ça m'arrive de devoir recommencer, de me faire repérer à cause justement d'un problème de couverture. Je trouve ça dommage. Finalement, je trouve ça dommage. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petits manques de finition ou je ne sais pas quoi dans le gameplay qui rendent le tout un petit peu pénible. J'espère vraiment qu'ils vont rectifier ça, même si c'est pas dramatique. Attention, ça fait quand même plusieurs fois que je me fais repérer à cause de certains bugs comme ça. Donc c'est pas dramatique, mais ça gâche quand même l'expérience de jeu. Je suis désolé. Mais globalement, le gameplay reste excellent et vraiment très très plaisant sur un plan d'infiltration pure. Voilà pour ce qui est de mon avis sur le gameplay. En termes de contenu, le jeu a l'air quand même assez riche. Bon, il y a une mission principale et une mission secondaire. D'ailleurs, l'un des rares reproches que je peux faire pour l'instant, c'est justement le manque de différence en fait entre les missions principales et secondaires. Finalement, mission principale, tiens, va expatrier lui ou va éliminer lui. Mission secondaire, va éliminer lui ou va extraire lui. C'est la même chose. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande différence entre les missions principales et secondaires. D'ailleurs, il y a quelques missions secondaires, je les ai trouvées un peu nulles. Hein. Extraire un mouton, je suis désolé, mais franchement, ça me branche pas trop. Je vois pas l'intérêt, je trouve ça nul. Enfin, que ça soit en mission secondaire, hein. Je veux dire, je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée. Malgré tout, il y a l'air d'y avoir du contenu, il y a beaucoup d'éléments à ramasser, des diamants, des plans, des animaux, des plantes, des ressources et des camps à vider de toute présence ennemie. Et ce qui est bien, c'est que tout est utile. Voilà, tout est utile. C'est-à-dire que les diamants nous rapportent de l'argent pour améliorer notre équipement ou la mover base. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal agrandi. Les plans vont vous permettre de fabriquer de nouvelles armes ou de nouvelles parties d'équipement. Les camps, c'est tout simplement, si vous les videz, vous gagnez de l'héroïsme. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment, honnêtement. Les animaux, c'est simplement en fait que vu que c'est un champ de bataille, l'endroit où vous intervenez, tous les animaux que vous arrivez à récupérer, finalement, c'est des animaux sauvés. Donc du coup, vous gagnez de l'argent et de l'héroïsme en faisant ça. Les plantes vous permettent de fabriquer aussi des armes et des équipements, et les ressources, pareil, mais aussi d'améliorer votre mover base. Donc finalement, tout ce qu'on peut faire dans ce que j'ai dit, mais même extraire des ennemis, eh bien c'est utile. C'est utile pourquoi? Pour améliorer la mover base. C'est utile pourquoi? Pour améliorer ses équipements. C'est utile pourquoi? Pour améliorer le personnage et finalement pouvoir gérer des situations de manière entre guillemets plus équilibrée face à des ennemis qui eux sont très nombreux et quand même assez agressifs, il faut bien le dire. Donc voilà, il y a un côté, il y a l'air d'y avoir du contenu, je pense qu'il y en aura encore plus quand je vais avancer dans le jeu, bien évidemment, mais surtout il y a un côté, tout ce qu'on fait est utile, qui finit en fait par rendre tout le contenu et tout ce qu'on fait intéressant. Voilà, parce que ramasser des plantes, c'est bien, mais ramasser des plantes pour rien, ça sert à rien. Là, ramasser des plantes, c'est utile pour améliorer notre équipement et notre personnage, donc c'est utile, donc c'est intéressant. Et moi qui aime bien en plus explorer et prendre mon temps,
Je m'éclate vraiment à ramasser un petit peu tout ce que je peux ramasser, des diamants, des ressources, des plantes, ce genre de choses, et à vider des camps. Vraiment, je m'éclate à faire ça. J'ai fait quasiment pas de mission principale, et j'ai fait, mais ça c'est aussi parce que je voulais vous montrer le chien petit, et j'ai fait par contre toutes les missions secondaires qu'il était possible de faire jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il faut savoir que les icônes bleues, en fait, c'est tout simplement des exercices de tir. Alors, une petite astuce pour vous, les trucs comme ça, en fait, beaucoup pensent qu'il ne suffit que d'utiliser le pistolet hypodermique, donc le pistolet qui ne tue pas, voilà, qui lance des flèches qui font dormir, pour y arriver. Mais en fait non, si vous prenez la mitraillette en fait, ou le fusil à pompe, mais que ce sont des armes qui ne sont pas létales, ce sont des armes avec le Z, eh bien vous pouvez les utiliser dans la mover base. Elles ne sont pas létales, donc vous ne risquez pas de blesser vos collègues, vous ne risquez pas de les tuer, donc vous pouvez les utiliser. J'ai fait l'expérience, j'ai utilisé la mitraillette qui assomme les ennemis, qui ne les tue pas, et j'ai réussi à faire un exercice de tir comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exercices de tir, pour l'instant, je les ai trouvés simples. Il n'y en a qu'un seul qui m'a posé problème. C'est le premier que j'ai débloqué en plus, où on est dans une zone en fait, et pour vous donner une idée, vous voyez, il va y avoir une cible là, une cible là, une cible là, une cible là-bas, une cible là-bas, une cible là-bas. Elles sont pas du tout regroupées, il y en a à tous les étages, il y en a partout, il y en a devant, derrière, il y en a à des endroits accessibles ou non accessibles. Donc du coup, j'ai un peu galéré, j'ai recommencé 7 ou 8 fois, mais j'y suis quand même arrivé, et sans solution ni rien, donc ça veut quand même dire que c'est possible. Mais à part celle-là, j'ai trouvé tous les autres épreuve de tir assez simple, pour être parfaitement honnête avec vous. En 2 minutes, c'est réglé les autres. Il n'y a vraiment que celle-là qui m'a posé problème. Mais j'y suis quand même arrivé. Et sans solution. Donc j'étais quand même assez fier de moi, parce qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question si c'est moi qui étais mauvais ou pas. Hein. Voilà, je vais pas aller plus loin, parce qu'il y a de mon avis sur le jeu. Juste vous dire que donc, vous pouvez améliorer votre équipement, donc je vais essayer de vous montrer ça de manière basique. Vous voyez, améliorer vos armes, donc non létales ou létales, des mitraillettes. Tiens, d'ailleurs je vais vous montrer. Vous voyez, c'est cette mitraillette là que j'avais prise pour réussir une des épreuves de tir. Vous voyez, elle est étourdissante, donc elle n'est pas létale, donc vous pouvez l'utiliser sur la mover base. Donc ce qui vous permet de tirer davantage de balles et du coup d'avoir quand même un atout supplémentaire, parce que le pistolet hypodermique, il faut quand même bien dire que c'est pénible à la longue parce que tu tires vraiment au coup par coup, alors que là tu peux vraiment tirer 20 cibles d'affilée avec une balle par cible, donc c'est quand même un atout non négligeable, il faut bien le dire. Vous voyez, vous avez plein d'autres choses, vous avez aussi des équipements, donc tout ce qui concerne armes, boucliers, tout ce qui est projectiles. Vous pouvez aussi améliorer donc votre équipement, les cages de capture pour les petits animaux, les mines. C'est quoi ça? Mine à gaz somnifère. Ah ouais, comme dans MGS4 et tout quoi. Les cartons, donc ça c'est culte hein, dans les Metal Gear. Aussi votre équipement, les lunettes de reconnaissance, l'iDroid, le dispositif Felton, votre bras, vous pouvez l'améliorer aussi. Donc ça c'est pareil, je trouve ça pas mal du tout. Perso, j'ai amélioré mon bras, vous voyez, j'ai acheté ces deux améliorations, le sonar, la mobilité, et j'ai aussi le bras étourdissant, donc il n'a pas la même skin que le bras normal, donc c'est pour ça que je le mets pas, parce que je le trouve moins beau, mais il est intéressant aussi à utiliser. Puis vous avez des tenues, vous pouvez aussi améliorer votre hélicoptère, vous pouvez améliorer l'équipement de vos coéquipiers. Par exemple, moi pour l'instant je n'ai que le cheval, donc j'ai acheté une tenue de combat, celle-là elle n'est pas débloquée encore, mais dès que je pourrai je la débloquerai. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. En plus de ça, il est important de préciser que donc vous pouvez jeter un coup d'œil à toutes les ressources que vous avez dans cette partie-là de l'iDroid. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi gérer votre personnel, parce que toutes les personnes que vous allez récupérer vont avoir en fait des atouts. Par exemple, lui, vous voyez, c'est un spécialiste radar. Il est très très bon dans l'équipe recherche et destruction. Donc du coup, je crois que ça veut dire ça, R&D. J'espère que ça veut dire ça. Donc du coup,
Je l'ai mis dans ce côté-là. Et vous voyez, il y a marqué spécialiste radar. Mais par contre, ce qu'il est important de préciser, ça je vous le dis au cas où vous ne le savez pas, c'est que certains ennemis, en fait, au lieu d'avoir marqué alpiniste, spécialiste radar, vont avoir marqué d'autres choses, comme par exemple, vous voyez, fauteur de troubles, mauvaise hygiène. Et le problème, c'est que ce gars-là, il peut rendre toute la mover base malade à cause de son manque d'hygiène. Donc du coup, il est important de trier un petit peu les membres de son équipe. Tiens, toi t'es bon, mais toi je te jette parce que voilà. Après, il peut y en avoir qui sont agressifs, vous voyez, violence là. J'en avais un comme ça. Donc voilà, il est important fréquemment de revenir à votre mover base, d'aller saluer vos hommes. Ça va leur augmenter leur morale en fait, augmenter finalement leur motivation. Et en plus de ça, ça va aussi vous permettre de trier un petit peu vos hommes. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes dans le monde ouvert, mais moi j'aime bien le faire sur la mover base, comme ça disons que je suis un petit peu sur le terrain. Il faut vraiment trier votre personnel pour savoir qui vous gardez, qui vous enlevez, parce que justement il y en a qui seront nuisibles à la mover base. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu, je ne sais où, si vous gardez des éléments qui ont une mauvaise hygiène, et que votre niveau de mover base n'est pas suffisamment élevé, une épidémie peut apparaître sur la mover base et vous pouvez perdre une grande quantité de soldats qui peuvent mourir. J'ai entendu ça chez Puou, quelqu'un qui me disait ça, et c'est vrai que j'ai été assez étonné en fait d'apprendre ça. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, je pense que oui, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que ça m'a vraiment étonné, et du coup c'est ça qui m'a poussé à faire le tri en fait dans mes hommes, dans mon équipement. Mais ouais, j'ai trouvé en plus que c'était une bonne idée, quoi. C'est vrai, le mec qui se lave pas, il va tomber malade, il va rendre tout le monde malade. Le mec il est violent, il va blesser ses collègues. Voilà. Non, mais c'est logique en plus. J'ai trouvé ça plutôt pas mal en fin de compte. Putain, je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo. Hop, sur un beau coucher de soleil, ça fait plaisir. Non, sans l'icône, ça serait bien. Donc, voilà, pour l'instant. Autant l'intro je la trouve bien mais sans plus parce qu'il y a des trucs qui m'ont déçu, autant le jeu en lui-même pour l'instant, malgré quelques petits problèmes, est vraiment très léger et surtout rectifiable. Le jeu pour l'instant je trouve excellent, je m'éclate. Après il est important de préciser que je me pose quand même beaucoup de questions sur le scénario du jeu. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé un personnage au début du jeu? Je comprends pas. Surtout qu'il me semble que dans l'hélicoptère, un moment comme ça, je rentrais de nuit et j'ai vu le reflet de Big Boss, et le reflet de Big Boss n'était pas Big Boss, mais c'était le personnage que j'ai créé au début du jeu. Et j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est finalement le personnage que j'ai créé que je vais devoir utiliser dans Metal Gear Online? Je ne sais pas. Mais le fait est que je me pose des questions sur l'importance en fait de la création de ce personnage. Ça c'est déjà un point. Autre point sur lequel je me pose une question, c'est Ismaël. Finalement, qui c'est? Parce que, vous voyez, j'écoute vraiment les cassettes, je lis les sous-titres, j'écoute tout ce que les personnages disent dans les cutscenes. Je m'intéresse vraiment au scénario. De toute façon, les Metal Gear, si on n'y joue pas pour son scénario, ben, j'ai envie de dire, on passe à côté d'un gros point positif parce que le background de l'univers, les personnages, c'est l'un des gros points forts de la saga. Donc du coup, c'est une nécessité de s'intéresser à un Metal Gear pour son scénario. Voilà, franchement, c'est pas comme d'autres licences qui ont des scénarios au rabais. Metal Gear a un très bon scénario. Metal Gear a un très bon univers, un très bon background et de très bons personnages. Donc intéressez-vous au scénario. Donc j'attends beaucoup du scénario de ce The Phantom Pain et pour l'instant j'y m'y intéresse énormément. J'écoute même les cassettes et tout, hein, c'est dire. Pourtant ça c'est... J'allais dire c'est pas mon genre, ça dépend des jeux. Par exemple, The Evil Within, j'ai lu tous les documents. Dans un Resident Evil, je lis tous les documents. Mais dans d'autres jeux, comme par exemple Assassin's Creed Unity, dont je vous ai fait le test dernièrement, bah, je lis pas les documents. J'en ai lu 2 ou 3 et puis j'ai pas trouvé ça très intéressant, donc j'ai arrêté de lire. Mais dans un Metal Gear, c'est important d'écouter le scénario et d'essayer de comprendre par soi-même, de pas attendre qu'on nous donne les réponses. Et le fait est que malgré tout ce que j'ai pu écouter en fait comme cassette, tout ce que j'ai pu lire comme sous-titres donc dans les cinématiques, je n'ai pas trop compris en fait qui était Ismaël et pourquoi il était là. Et surtout au début du jeu, quand on le voit pour la première fois, il nous dit tu te parles à toi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même prendre en compte le fait que regardez, Big Boss a une corne de métal enfoncée dans le crâne.
et que du coup, le personnage a le cerveau touché. Donc, est-ce que c'est une hallucination? C'est possible. C'est possible. À un moment, par exemple, il se répare la jambe et après les couleurs changent. Il y a plus, le sang n'est plus rouge, il est bleu, par exemple. Et quand on est fortement blessé dans le jeu, ça arrive aussi. Les couleurs sont complètement, on dirait qu'il y a un filtre blanc. En fait, on dirait que les couleurs sont complètement délavées. Donc finalement, est-ce que Ismaël était une hallucination de Big Boss ou pas? Je sais pas, mais je me pose la question parce que justement, Ismaël dit à Big Boss, tu te parles à toi-même. Donc est-ce que Ismaël finalement c'est une hallucination de Big Boss ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, j'en viens à la question que je me pose principalement, et c'est vrai que j'ai hâte de finir le jeu pour avoir une réponse, c'est justement cette corne. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai parlé de la saga Metal Gear un petit peu à mes frères. Il y en a un des deux qui est très intéressé du coup pour continuer la saga, qui a donc commencé le deuxième. Et quand je lui ai parlé un petit peu des personnages, par exemple Snake, Big Boss, tout ça, je lui ai parlé un petit peu de MGS1, MGS3, MGS4 et MGS Ground Zeroes. Et en lui parlant de MGS4, en fait, je lui ai dit que Big Boss revenait à la fin. Et du coup, je me suis rappelé que Big Boss n'a pas de corne de métal dans Guns of the Patriot. J'ai pas vérifié, mais j'en suis sûr. Je veux dire, j'ai fini Metal Gear Solid 4 plusieurs dizaines de fois. Je veux dire, il y a une époque où je ne jouais qu'à ça. Donc, si Big Boss avait eu une corne de métal dans le crâne lors de la cutscene de fin, quand il vient voir Snake dans le cimetière, ça m'aurait marqué. Et c'est vrai que je suis sûr à 100% qu'il n'a pas sa corne de métal. Donc pourquoi là il l'a et dans Guns of the Patriot il ne l'a plus? Sachant que Guns of the Patriot se passe bien évidemment après Phantom Pain. Et en plus de ça, eh bien il est âgé, donc c'est forcément après quoi. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il n'a plus la corne. Alors je pense que c'est pareil, il y aura une explication scénaristique. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir l'explication scénaristique du truc parce que on dit clairement au début du jeu que la corne, on ne peut pas l'enlever, elle touche son cerveau et que ce n'est pas possible car sinon il va faire une sorte d'hémorragie cérébrale et qu'il va mourir. Et qu'il va perdre de toute façon ses capacités physiques et mentales. Il me semble vraiment qu'on dit ça dans la première partie de l'intro. Donc, je me pose des questions, mais surtout, j'ai fait plusieurs fois donc MGS4, mais même pour prendre quelque chose de plus près, j'ai fait plusieurs fois Ground Zeroes. Déjà Ground Zeroes, il faut savoir que pour moi c'était ce que j'attendais le plus de l'année, de l'année où il est sorti. Les gens disaient dis donc, t'as vu, va y avoir ça, Assassin's Creed, va y avoir machin, va y avoir tel jeu. Non, moi j'en ai rien à foutre. Moi, Ground Zeroes, c'était le truc que j'attendais le plus de l'année. J'en ai rien à foutre moi que c'était un prologue. Je l'attendais plus que n'importe quoi d'autre, que n'importe quel autre jeu. Alors que c'était qu'un prologue finalement. Donc tout le monde, à part les vrais fans de Metal Gear, s'en foutait. Et moi c'est ce que j'attendais le plus. C'est dire à quel point je l'attendais. Et je l'ai fait donc sur Play 3, après j'ai eu la Play 4, je l'ai fait sur Play 4, puis après je l'ai revendu parce que du coup je pensais avoir fait le tour de Ground Zeroes, puis je me suis dit non, j'ai envie de retoucher à ce gameplay que je trouve excellent, donc du coup j'ai reacheté Ground Zeroes sur Play 4 et c'est là que je vous en ai fait le test. Donc Ground Zeroes quand même, je me le suis procuré plusieurs fois, j'ai passé pas mal d'heures dessus, mis bout à bout j'ai dû passer plus de 50-60 heures sur Ground Zeroes. À refaire tout le temps les mêmes missions et tout, facile. Play 3 plus Play 4, Ground Zeroes, j'ai passé énormément de temps dessus, vraiment. Et dans une mission de The Phantom Pain, on revoit la cinématique de fin de Ground Zeroes. Et quand on voit Big Boss à l'hôpital, il a pas sa corne dans le crâne. Ça m'avait déjà marqué quand j'avais fait Ground Zeroes et que j'avais vu des trailers de The Phantom Pain dans laquelle on voyait justement qu'il avait sa corne de métal. Donc du coup je me disais, la corne on l'a pas dès le début de The Phantom Pain, on l'a pendant le jeu. Mais en commençant The Phantom Pain, j'ai clairement vu que la corne de métal on l'a dès le début. Donc finalement, à la fin de Ground Zeroes, on n'a pas la corne de métal, mais dans The Phantom Pain on l'a. Je comprends pas. Je veux dire, ou sinon c'est moi qui l'ai mal vu, c'est possible aussi.
Mais j'ai regardé, comme je vous dis, j'ai passé du temps, j'ai vu les cinématiques plein de fois, j'ai guetté le moindre petit easter egg, le moins petit indice, et c'est vrai que je me rappelle pas qu'il avait sa corne de métal à la fin de la cinématique de Ground Zeroes, je suis désolé. Donc voilà, je me pose des questions concernant cette fameuse corne de métal. Après, peut-être qu'il y a une explication scénaristique, hein, je pense, j'espère. Enfin bon, bref. Voilà pour ce qui est de mon avis donc sur The Phantom Pain, une intro bonne mais inégale, un jeu qui pour le moment s'annonce excellent et sur lequel je m'éclate, ça par contre je peux vous le confirmer, depuis que je l'ai je ne joue quasiment qu'à ça, vraiment mais quasiment qu'à ça, et pour l'instant il n'y a pas vraiment de déception, mais je me pose quand même beaucoup de questions concernant le scénario et les personnages, et j'espère qu'il y aura vraiment des explications, parce que c'est vrai que le coup de la corne, ou la création des personnages, ou Ismaël, c'est vrai que c'est des questions, s'il n'y a pas de réponse, finalement, ça va nuire au jeu. Donc j'attends de voir l'explication scénaristique du tout. J'en attends beaucoup du scénario, donc voilà. Maintenant, je voudrais faire une petite précision, un truc qui n'a rien à voir. Vu que là, on arrive dans une période qui est plus période de sortie, qu'autre chose, je vais mettre de côté les tests pendant un mois et demi, 2 mois, pour me focaliser davantage sur des découvertes ou des vidéos balades ou des tanks, ce genre de trucs. Je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais ça sera des vidéos de ce style. Je vous ferai d'autres vidéos de Metal Gear Solid The Phantom Pain. C'est un jeu, j'ai envie de prendre mon temps. Déjà, je prends mon temps pour un Call of Duty. Alors, vous imaginez The Phantom Pain, je l'ai pas fini le jeu, je vous le dis. Je l'ai pas fini, hein. Dans 500 heures, j'y suis encore, quoi. Enfin bon, bref, vaut mieux ça que finir le jeu en 3 heures. Hein. Et puis bon, personne m'oblige à prendre mon temps, c'est moi qui en ai envie. Donc ça prouve bien que vraiment j'aime le jeu et que j'ai envie de prendre mon temps, quoi. Voilà, je sais pas, je comprends pas qu'on achète un jeu 70 € pour le rusher. Je comprends pas. Enfin bon, bref. Donc je vous disais, je vais faire davantage des balades, des découvertes. Je vous ferai d'autres vidéos sur The Phantom Pain. Voilà, par exemple, quand je vais arriver en Afrique, je découvrirai le continent avec vous. La Moverbase, quand j'aurai encore agrandi, j'y reviendrai. Quand j'aurai débloqué D-Dog adulte, je vous ferai une vidéo aussi avec lui. Kiet, pareil. Je vous ferai aussi des vidéos sur d'autres jeux. Donc vraiment, je vous referai du The Phantom Pain. Sauf que, à la différence de cette vidéo-là, il n'y aura pas d'objectif dans mes autres vidéos. Tout simplement. Je vais essayer quand même d'intervertir un petit peu les jeux. Vous voyez, je vais pas vous faire du Phantom Pain toutes les semaines pendant 2 mois. Je vais vous faire du Phantom Pain, puis un autre jeu, puis du Phantom Pain, puis un autre jeu, puis du Phantom Pain, puis un autre jeu. Bref, vous avez compris. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est un avis qui est personnel, qui ne concerne que moi. Si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis prêt à débattre avec vous dans les commentaires. À condition qu'il y ait du respect, ce genre de truc, et qu'il y ait des arguments aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre jeu, puis ensuite on se retrouvera sur The Phantom Pain, et j'ai hâte de me remettre à ce jeu, parce que vraiment je l'adore. Voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. Je vous dis au revoir, j'ai oublié un truc. Dans l'introduction, il faut savoir qu'il y a beaucoup de références à Moby Dick. En fait, et ça m'a étonné, et je sais pas si c'est volontaire ou, enfin si c'est volontaire, si c'est volontaire puisque c'est des références, mais je sais pas s'il y a un vrai sens en fait à ces références ou si c'est juste en fait un Easter egg. Sachant que déjà quand j'ai entendu Ismaël Achab, j'ai tilté, mais quand j'ai vu la grosse baleine en feu à la fin, j'ai dit attends, faut que je vérifie. Puis j'ai vérifié et tout, et puis il me semble bien que Ismaël et Achab sont des personnages du bouquin Moby Dick, donc il me semble bien que le tout en fin de compte soit des références à Moby Dick. Voilà, cette fois j'ai vraiment fini, c'est bon, cette fois je vous retiens pas la jambe pendant 1 heure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt sur des vidéos sur un autre jeu, puis sur du The Phantom Pain. Je vous laisse en compagnie de Big Boss, à la prochaine.